Bonjour à tous. Le Nouveau Monde, c'est un slogan, c'est pas un titre d'émission, c'est une sorte de vœu pieux. Mais c'est vrai qu'avec le confinement, on s'est mis à regretter tout ce qui fait un art de vivre à la française, les embrassades à qui mieux, se serrer la main, se retrouver pour déjeuner, etc. Les discussions à la machine à café, tout ce qui nous a manqué. Et on s'est mis à regretter donc le monde d'avant. Et on s'est promis de le retrouver et même de faire davantage, de faire mieux. Mais l'idée qu'il pourrait y avoir ici-bas, d'un coup d'un seul, un monde nouveau, c'est une idée sotte. Le monde est vieux, et nous les premiers, et c'est tant mieux. Alors l'utopie d'un monde nouveau, libéré des poids qui le lestent, de l'histoire et de la géographie, des dieux et des peuples. On va en parler avec Frédéric Rouvillois, qui vient d'écrire ce livre avec un titre terrible. Il s'appelle donc Liquidation, et c'est un portrait d'Emmanuel Macron. Et comme vous le voyez en couverture, il y a ce portrait du président français en Saint-Simon, le comte de Saint-Simon qui, il y a 200 ans, a inventé une forme de socialisme utopique, on pourrait dire ça comme ça. Emmanuel Macron serait donc son héritier. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pire, finalement, au bout de l'enquête ? Écoutez, c'est vrai, c'est ce que j'essaie de montrer, hein, que ce n'est pas simplement une impression, ni parce je ne suis pas le premier à évoquer la question sur les. Non, dès le début, on a parlé de Saint-Simon, mais vous en faites l'inventaire très très précis. Voilà, tout à fait. J'en fais l'inventaire très précis, et en définitive, c'est pire dans la mesure où effectivement les moyens dont peut disposer l'État aujourd'hui et dont dispose notre président de la République pour assurer cette liquidation, qui fait le titre de mon bouquin et qui renvoie à un jeu de mots. Liquidation, c'est à la fois liquider le passé, éliminer ce qui existait, et rendre liquide, rendre fluide, et ce faisant supprimer les limites, les barrières, les frontières, etc., les identités, enfin voilà. Et pour faire tout cela, si vous voulez, le pauvre Saint-Simon, au début du 19e siècle, après avoir fait fortune, puis s'être ruiné dans les investissements divers, le pauvre Saint-Simon n'avait pas les moyens finalement de procéder à cette liquidation dont il pouvait rêver, et que certains de ses disciples vont essayer de faire. En revanche, Macron, lui, a ça entre les mains, et c'est ce qui rend la chose terrifiante. Alors on va en parler longuement, parce que finalement, 3 ans après son élection, il est temps de démasquer. En plus, c'est à la mode de démasquer. Mais on va d'abord parler du Yémen, et on va en parler avec Jeannette Bougrabe, qui s'est pris de passion pour ce pays martyr, ce pays où elle a des amis, et elle veut secouer l'indifférence dans laquelle ce pays est tombé, avec cette guerre qui n'en finit pas, qui est tout à fait injuste, car le Yémen, c'est ça. C'est une guerre qui dure depuis bientôt 6 ans, qui a fait des dizaines de milliers de morts, c'est une estimation basse. 3,5 millions de personnes ont fui leur maison et sont aujourd'hui secourues par le HCR. 80% de la population, 24 millions de Yéménites ont besoin d'une aide alimentaire d'urgence pour vivre. C'est la pire catastrophe humanitaire qu'ait jamais eu à gérer les Nations Unies, qui sont impliquées jusqu'au cou. Et la France aussi est impliquée au Yémen, notamment parce qu'elle fournit des armes. Et le monde entier est concerné parce que le monde entier détourne les yeux de ce conflit oublié. Bienvenue Jeannette Bougrabe, on est content de vous revoir. Alors on ne vous présente plus, vous avez été... vous êtes une femme combattante, combative, vous aimez les combats difficiles, vous avez été ministre de Nicolas Sarkozy, vous avez été la présidente de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité. Et vous venez de passer 2 ans en Finlande. 3 ans. 3 ans. Pardon, comme le temps passe, à l'Institut français d'Helsinki. Et vous passez sans transition donc des arpents de neige finlandais au désert d'Arabie, puisque vous nous parlez ici d'un autre pays exotique très loin des préoccupations des Français, comme la Finlande. Vous nous parlez donc du Yémen. Pourquoi ?
D'abord parce que j'ai eu le privilège d'aller au Yémen. En fait, c'était un peu comme si c'était se mettre dans les pas d'un Rimbaud, d'un Nizan ou d'un Malraux ou d'un Romain Gary. En fait, donc j'ai toujours voulu aller au Yémen et j'ai eu le privilège d'y aller quand j'ai tourné un documentaire en fait interdit d'école. Pour Canal+, à 90 minutes, parce que dans le monde, 64 millions de petites filles sont interdites chaque année d'aller à l'école. Et on sait que pour pouvoir lutter contre la pauvreté, émanciper les femmes, c'est par l'école. Et au Yémen, il y a ce qu'on appelle les petites mariées de la mort, en fait. C'est ces petites filles qui sont vendues contre une maigre dot, en fait, qu'on marie à l'âge de 8-9 ans et donc qui sont privées d'école. Et généralement, ces petites filles meurent des suites d'une hémorragie. Et donc, je suis allée en 2014, il y avait encore l'ambassade de France à Sanaa et je suis allée tourner là-bas. Ouais. Et on est, Romain Gary l'écrivait bien, on est quand même transporté quand on est là-bas. Il y a quelque chose d'à part. Un pays pour les rêveurs, vous écrivez quelque part. Oui, Je me suis dit qu'il y avait un lien entre... Parce que la Finlande aussi est un pays pour les rêveurs. C'est vrai. Avec le lièvre de Vatanen. Exactement, ou le pays de Kaurismäki. Mais il y a quelque chose, je vous assure, à Sanaa, mais ce n'est pas surprenant parce que c'est un pays, c'est un voyage dans le passé. Alors, attendez, on va faire un retour au réel parce qu'on va regarder, pendant que vous nous parlez, on va discuter du sort des Yéménites et de la guerre oubliée là-bas, mais on va regarder en même temps les images, puisque cette semaine, c'est la rentrée des classes au Yémen, pour les enfants qui ont la chance d'aller à l'école, elles ne sont pas très nombreuses. Et on va regarder ces images d'une cour d'école et d'une rentrée des classes tellement particulière, tellement saisissante. Parce que si vous nous parlez du Yémen, ce n'est pas comme un récit de voyage, c'est pour attirer l'attention des Occidentaux sur ce qui se passe là-bas, c'est-à-dire une guerre particulièrement inhumaine, une guerre oubliée, une guerre qui ne fait pas de bruit et dont on se détourne. Dont on se détourne parce qu'en réalité, on est complice de cette guerre. C'est-à-dire, contrairement aux autres, on est... c'est une guerre en fait qui a débuté en 2015 quand le jeune prince Mohammed Ben Salman, MBS, comme on le dit avec son acronyme, est jeune ministre de la Défense et décide en fait de limiter l'influence iranienne et il décide de s'attaquer au pays le plus pauvre de la région de la péninsule arabique. Où il y a une rébellion des Houthis qui est contre le pouvoir central, et les Houthis sont des chiites, oui, en tout cas ils sont dans l'orbite iranienne. Ils ne le sont pas. C'est moins simple que ça. C'est moins simple parce que évidemment que le Yémen ne fait pas évidemment vendre dans les rédactions des journalistes parce que c'est vrai que le conflit est compliqué. Mais en réalité, c'est pas tant en réalité parce que dans le cadre du printemps arabe, en fait, ce qui s'est passé en 2015, c'est en fait la queue de la comète du printemps arabe, c'est-à-dire qu'on a fait tomber d'abord dans un premier temps Saleh, qui était un potentat arabe depuis plus de 30 ans au pouvoir, et ensuite qui avait nommé son premier ministre, qui devient à son tour chef de l'État, et qui avait promis des élections de partir du pouvoir et qui ne part pas. Voilà. C'est les suites du printemps arabe. Et évidemment, le voisin saoudien, qui est une monarchie, parce que le Yémen, c'est la seule république de la région, ne veut surtout pas entendre parler d'une démocratie, d'égalité des droits, parce que le printemps arabe, quand on a renversé le président Saleh, c'est d'abord une révolte des jeunes. On parle de cette jeune femme prix Nobel à 31 ans. Il y avait, je parle, et c'est la photo que j'ai mise dans la couverture du livre, de Morad Sebek, qui est considéré comme le Bansky yéménite. Et donc c'est une jeunesse qui a soif de liberté. C'est une jeunesse qui ne veut plus de l'influence saoudienne, parce que le réveil Houthi a lieu parce qu'effectivement, à coup de dollars, les Saoudiens ont financé des écoles. Moi, je les ai vues, ces écoles, l'université, les madrassas, qui font qu'en réalité, alors qu'ils ont toujours été là, qui représentent environ 40% de la population yéménite, ils sont opprimés, c'est ça la réalité. Vous parlez là des Houthis. Des Houthis. Mais les deux... Alors, du coup, au fil des années, au fil des mois, c'est imprimé l'idée que c'était le champ clos de l'affrontement entre sunnites et chiites, entre les Perses et les Arabes, que c'était le nouveau laboratoire finalement, où à la fois s'étalait la puissance de MBS, de Mohammed Ben Salman. C'est plutôt l'impuissance de MBS, parce que malgré les tapis de bombes, parce qu'en réalité l'Arabie Saoudite n'a pas de soldats, l'Arabie Saoudite n'a pas d'armée. La preuve en est, c'est quand la petite révolte qu'il y a eu à la Mecque et quand le Barry est allé, quand il a demandé, le roi d'Arabie Saoudite a demandé l'aide à la France, quand la Mecque, il y a eu l'assaut à la Mecque,
il n'y a pas d'hommes. C'était il y a 40 ans. Depuis 40 ans, ils n'ont pas fait d'armée. Ils n'ont pas fait d'armée, donc ils ont recours à des mercenaires, et donc y compris en réalité à des enfants soldats. Donc ils tapissent des bombes et des avions qui sont fournis par les États occidentaux. Et la guerre, finalement, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de victoire. C'est une guerre asymétrique. Vous savez très mieux que moi comment se passe ce genre. C'est David contre Goliath. Et donc, on a ces espèces de combattants qui viennent des montagnes face à un arsenal hyper sophistiqué vendu par les États-Unis, par le Royaume-Uni, par la France, qui n'arrive pas à bout, en réalité, de guerriers venus des montagnes de la région de tribus. Oui. Et donc, c'est une guerre du Vietnam. Et les premières victimes sont les enfants. Alors, ça c'est l'autre aspect, outre l'imbroglio politique qui est très complexe, parce qu'il y a eu par exemple un accord qui a été signé en Suisse à la fin septembre, prévoyant la libération d'1 millier de prisonniers de part et d'autre. Ils avaient 15 jours pour être libérés, personne ne sait ce qu'est devenu l'accord. 15 jours sont écoulés, on ne sait pas si les prisonniers ont été libérés ou pas, d'ailleurs. On ne sait pas où est-ce qu'on en est. Tout le monde s'en fiche, le monde se fiche de ce qui se passe au Yémen. Mais ils ont tort, et ils ont tort de s'en ficher. Indépendamment qu'il y a, en gros, d'après The Independent, en fait, parce qu'évidemment, les anglo-saxons sont plus portés sur cette région, parce que le sud du Yémen a été un protectorat britannique, et puis surtout, il ne faut pas oublier qu'il y a eu l'attentat de l'US Cole, en fait, donc les Américains font attention à Aqaba, parce que Aqaba, c'est au Yémen, et Aqaba est sunnite, n'est pas chiite. Alors, expliquez-nous donc, finalement, l'accord, les prisonniers ont été relâchés, ont été échangés ou pas? Non, la seule chose, c'est qu'effectivement, il y a régulièrement des échanges de prisonniers, mais ce qui montre bien à quel point ça ne fonctionne pas. Ce que j'essaye d'expliquer dans ce livre, c'est qu'on ferme les yeux, on donne une puissance à l'Arabie saoudite parce qu'on écoule des armes. C'est 200 000 morts. Comment peut-on accepter qu'en 5 ans, on participe à un blocus, on utilise la famine comme arme de guerre. C'est un crime. Toujours aujourd'hui. Et toujours aujourd'hui, il y a toujours un blocus. Si le PAM, qui vient d'avoir le prix Nobel de la paix, c'est ce qui fait tenir le Yémen. Le Programme alimentaire mondial, l'ONU étant terriblement impliquée au Yémen, où elle mène la principale opération humanitaire. Oui, mais c'est totalement insuffisant quand vous avez... Parce que peut-être que vous montrerez l'image, la une du New York Times, qui a été avec la petite Amal. Le New York Times, juste au lendemain de l'assassinat de Jamel Khashoggi dans le consulat saoudien à Istanbul, ne comprenait pas pourquoi, en réalité, la mort d'un seul homme. Parce qu'au moment où il y a eu l'assassinat de Khashoggi, on a reparlé de la guerre du Yémen. La guerre du Yémen revient en fait sous les radars, revient dans les radars, soit au moment des pic de choléra, soit au moment où il y a effectivement tel ou tel bombardement, parce qu'en fait on bombarde pas uniquement des sites militaires, on l'a montré. Et là on a découvert l'inhumanité du régime saoudien qui élimine d'une manière particulièrement cruelle un opposant qu'elle a piégé dans un consulat en Turquie. Et du coup, on regarde quel est le bilan de la guerre que mène depuis maintenant 5 ans MBS, et qui est un bilan sur le plan humanitaire absolument désastreux. Mais c'est plus que désastreux. En plus qu'il est susceptible d'être poursuivi, parce qu'on a quand même quelques conventions internationales en matière de guerre. Il y a un rapport qui a été rendu à Michelle Bachelet, l'ancienne présidente du Chili, d'une commission d'enquête qui a travaillé pendant plusieurs années, malgré les obstacles dressés contre elle, et qui liste l'ensemble des crimes de guerre. Les deux parties sont à l'origine de crimes de guerre. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce rapport, la France est citée comme susceptible d'être poursuivie pour complicité de crimes de guerre. Vous comme y croyez ? Moi, j'y crois. Vous êtes juriste. Non, mais moi j'y crois. Je pense que... Parce que regardez ce qui s'est passé au Royaume-Uni il y a quelques mois. La Cour d'appel de Londres a demandé au gouvernement de suspendre les toutes nouvelles licences d'exportation. Aux États-Unis, vous avez eu un débat. Au Sénat, vous avez eu un vote. Au Sénat et la Chambre des représentants demandant en réalité au président américain de cesser, parce que sans l'aide logistique en réalité des Américains, des Britanniques et de la France, l'Arabie saoudite ne serait incapable de mener une guerre, même une guerre contre des gens qui sont des guerriers venus des temps. La réponse française, en 2 temps, la première réponse, c'est les armes que l'on vend sont uniquement du matériel défensif. C'est une plaisanterie, vous le savez très bien. Quand on sait que le canon César a une portée de 40 km et qu'ils ont participé à la pénétration et supporté des troupes de la coalition, c'est une plaisanterie. On a vu les chars Leclerc, la deuxième réponse, c'est de dire, réelle politique,
Ce sont nos amis, ce sont nos alliés, ce ne sont pas simplement nos clients, ce sont aussi nos alliés dans la lutte contre le djihadisme. Mais c'est une et plaisanterie donc, on aussi. est avec eux. Mais c'est une plaisanterie aussi, parce que vous savez mieux que moi, vous avez lu l'enquête d'AP montrant en fait la collusion entre ACPA et notamment les Émiratis pour faire chasser les Houthis. Donc on a fait renaître cette organisation qui est à l'origine des attentats les plus terribles que la France a connus et que récemment, c'est d'ailleurs remanifesté au moment de la publication des caricatures à nouveau du prophète dans Charlie Hebdo. Donc de dire que en soutenant cette guerre, on lutte contre le terrorisme, soit c'est de l'ignorance, soit c'est du sénie, soit c'est de la bêtise, mais c'est complètement absurde. Je rappelle que, sans revenir sur le télégramme diplomatique qui avait été révélé par Wikileaks, Hillary Clinton... Je me permets de reprendre. Le télégramme diplomatique en question, c'est un télégramme qui était envoyé à Hillary Clinton. C'était Hillary Clinton qui l'avait envoyé. C'est elle qui l'avait écrit, où elle expliquait notamment que pendant la guerre en Syrie, les fondations saoudiennes continuaient de financer en fait les djihadistes, Daesh, et que l'argent saoudien continuait à irriguer donc exactement. Donc on dit bien, elle dit, il faudra un moment ou un autre que nos partenaires, nos alliés arrêtent de financer, et c'est le cas, c'est de l'argent des fondations. Et vous ne pensez pas que le seul mérite de MBS, c'est justement ça ? D'avoir réussi à sécher un peu. Mais il n'a rien à sécher du tout, il a fait renaître, et notamment en particulier les Émiratis, parce qu'il y a MBS et il y a MBZ, donc ils en sont deux, ils sont les deux terribles. Le prince héritier des Émirats Arabes Unis. On tue des civils. Vous vous souvenez, sans reciter en fait les chroniques de Claude Angéli qui régulièrement parle de co-belligérance s'agissant de la France, donc c'est très grave. Tous les pays reconnaissent cela. Là, je dis, le rapport des Nations Unies dit que la France est susceptible d'être poursuivie devant des juridictions internationales ou devant ses propres tribunaux. Et donc, c'est pas rien. Donc c'est une sale guerre dans laquelle la France est impliquée et qu'elle refuse de voir et que l'on ne suit pas, que l'on suit de loin en loin. Oui, mais en même temps, vous voyez, il y a des choses qui, moi, m'a surprise. C'est que, vous savez, généralement, l'industrie de l'armement, on nous dit c'est des emplois, on est un fleuron, on est... Par exemple, l'Arabie Saoudite, pour dire que cet État très pacifique et qui a décidé de développer son pays, quand on sait que certaines années, 13% en fait de son PIB est consacré au budget de la défense, quand nous on est à 1,8, on peut se dire que quand même ils investissent dans l'éducation, l'enseignement, la santé. C'est pas le cas. C'est un État belliqueux. Et quand on voit par exemple que certaines années c'est 76 milliards d'euros consacrés à la défense, quand l'Iran c'est 8 milliards. Donc vous comprenez bien. Il n'y a pas que l'Arabie Saoudite, il y a l'Égypte, il y a la Jordanie. Ils sont sortis. L'Égypte est sortie. Beaucoup de pays sont sortis de la coalition, y compris... Ils ont finalement laissé que les Émirats et les Saoudiens. Les Émirats, pareil, se sont retirés maintenant qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Je rappelle qu'il y a eu le scandale des prisons où les gens, sur un ancien site de Total, où des prisonniers sont torturés. Ces tapis de bombes, cette stratégie qui a notamment été utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale est criminelle. Enfin, c'est pas... On bombarde des écoles, des convois funéraires, des mariages, et donc on détruit des sites archéologiques. C'est non seulement une guerre oubliée, mais c'est vraiment une sale guerre. Vous avez dû être heureuse d'apprendre que l'Arabie Saoudite avait été recalée à la Commission des droits de l'homme, alors que ça n'arrive jamais. Oui, non, mais je pense que les gens commencent un peu à voir que derrière cette espèce de vernis de modernité, parce que jeunesse ne veut pas nécessairement dire modernité, eh bien il y a des militantes notamment qui croupissent, et je pense à Loujain Adjoul, qui vient d'avoir le prix de la paix, qui a été décerné à Caen, qui est cette jeune femme de 31 ans, qui depuis 2 ans est torturée dans une geôle saoudienne. Et donc je me suis dit, mais comment les Occidentaux peuvent fermer les yeux, ne pas voir, ne pas entendre et ne rien dire? Est-ce que c'est la politique du carnet de chèques qui fonctionne? Il faut dire que quand la France, ces 10 dernières années, a vendu pour plus de 10 milliards d'euros d'armes, c'est sûr que c'est un argument. 10 milliards. Merci beaucoup, Jeannette Bougrabe. Un silence de mort. La sale guerre oubliée du Yémen, c'est paru aux éditions du Cerf. Bienvenue donc à l'élève rouvillois. Il faut que je vous présente
Vous êtes docteur en droit, vous êtes agrégé de droit, vous êtes un bon élève, vous êtes professeur à Paris Descartes, vous faites beaucoup rire vos élèves à force de provocation. Vous avez commis un nombre assez considérable d'essais, de livres, une quarantaine au total, mais aussi, alors il y a des manuels de droit, mais il y a aussi de vraies curiosités, des livres sur les best-sellers, les livres sur la politesse. Il y a même... Qui ressort la semaine prochaine d'ailleurs. Oui. Voilà. Il y a même des ouvrages sur le Maroc, plusieurs, et il y a même des romans. Et vous avez eu la modestie de ne pas en mettre la liste, de ne pas nous en infliger la liste accablante, 40 ouvrages à votre âge. C'est trop, c'est beaucoup, c'est trop. Qui peut lire ça? Bon. Alors vous avez apporté vos lumières à toutes sortes d'entreprises, notamment à la Fondation pour l'innovation politique, mais et aussi à la revue L'Incorrect désormais. Vous êtes un fiefé réactionnaire et vous êtes sans complexe. Absolument. Bon. Alors, plus sérieusement, à côté de vos cours de droit constitutionnel ou sur les libertés publiques, vous avez un sujet de prédilection qui est les dérives de la modernité, les malheurs de l'utopie, et c'est ainsi que vous vous êtes intéressé au cas d'Emmanuel Macron. Alors donc, vous avez commencé à nous expliquer le titre du livre. Liquidation, c'est bazarder l'héritage. Voilà, mais c'est aussi le monde comme une sorte de réseau liquide. Oui. Et puis c'est les deux à la fois, c'est vraiment les deux à la fois, c'est le en même temps macronien finalement, puisque en fait c'est afin de rendre ce monde liquide qu'on doit liquider l'héritage. Il y a un rapport étroit entre la liquidation, suppression du passé, et la liquidation, volonté de rendre toutes les choses liquides, fluides, sans repères, etc. C'est un système logique finalement. Saint-Simon porte très mal son nom parce qu'il a bazardé le christianisme, et la seule religion qui restait finalement, c'est la science. Oui, c'est ça. En fait, il écrit à la fin de sa vie, c'est son dernier bouquin, un livre qui s'appelle Le Nouveau Christianisme, dans lequel il invente une espèce de religion nouvelle, qui est une espèce de religion du progrès, dans lequel il explique que le grand objectif, c'est finalement d'émanciper et de répandre universellement le bien-être, quoi. Donc c'est tout à fait finalement on ne sait pas très bien où est-ce qu'en est Emmanuel Macron avec la foi religieuse, son rapport à la religion. Il a l'air un petit peu... alors, pour ceux qui veulent s'en rendre compte, je pense qu'il y a une lecture qui est vraiment intéressante. C'est celle de son autobiographie programme. Vous savez, Révolution, le bouquin qui avait sorti en 2016 en vue des élections présidentielles, dans lequel, la religion est un grand absent pendant notamment tous les chapitres où il se décrit lui-même, enfant, adolescent, etc. Et lorsqu'il en parle de manière générale, c'est d'abord de façon très générale, et c'est avec un regard très négatif quand même. C'est un homme de son temps en fait. Il est étanche à cette dimension, et il y voit, que ce soit l'islam, que ce soit le christianisme, que ce soit le reste, il y voit plutôt une espèce de frein au progrès. Au progrès, et puis à la liberté individuelle, qui est quand même son grand truc. C'est au fond, le moi se trouve contraint par le religieux. Et le seul religieux qu'il accepte dans cette perspective, c'est, on va dire, une espèce de spiritualité assez vague, un genre de déisme, qui est d'ailleurs assez largement une sorte de religion des droits de l'homme, on va dire, mais qui ressemble tout à fait à ce que Saint-Simon donc imaginait en 1825. Alors, il y a quelque chose qui apporte de l'eau à votre moulin par rapport à ce saint-simonisme. C'est ce qui vient de se passer avec l'épidémie, et on a vu les politiques céder le pas devant le gouvernement des experts, des savants. Tout à fait. Alors ça, c'est typiquement saint-simonien. Si vous voulez, le saint-simonisme porte un regard très méfiant finalement à l'égard de la démocratie, comme d'ailleurs à l'égard de la monarchie. Le rêve saint-simonien, c'est finalement le rêve d'une aristocratie d'experts qui prend en charge les destinées de tout le monde et qui finalement dirige le tout. Et l'image macronienne des premiers de cordée, c'est ça au fond. Les premiers de cordée, c'est ceux qui effectivement sont devant sur la cordée, mais c'est aussi ceux qui vont choisir quel parcours on va faire et jusqu'où on va monter.
Finalement, les derniers cordés, ce sont les derniers, ils ont effectivement moins d'avantages sur tous les plans, mais également, ils n'ont pas la possibilité de décider. Ce sont les premiers cordés qui décident. C'est le conseil scientifique, c'est le conseil des sages. Au fond, cette espèce de vieille tradition saint-simonienne qui remonte au-delà encore à Francis Bacon et aux grandes utopies du XVIIe siècle. Alors, sans faire toute l'histoire des idées politiques, il y a l'horizon géopolitique d'Emmanuel Macron, évident, parce qu'il n'a cessé de le répéter de la Sorbonne à Berlin, à Bruxelles aussi, c'est l'Europe, les États-Unis d'Europe. Là-dessus, au moins, il est clair, il y croit. Et il veut faire vivre ce rêve, cette utopie, même si les Français sont les seuls en Europe peut-être à encore y adhérer. En tout cas, lui... Oui. Et là, effectivement, alors là, il est encore plus clairement saint-simonien que par ailleurs, puisque c'est Saint-Simon qui est pratiquement l'apôtre de ce système. Il publie en 1814, juste après le départ de Napoléon, enfin l'abdication de Napoléon, avant Waterloo. Il publie un ouvrage qui s'appelle « De la réorganisation de la société européenne », qui est très exactement, en fait, un plaidoyer pour une Europe fédérale, pour un État européen qui permettrait à la fois d'être plus riche et de supprimer la guerre. Donc voilà, le fantasme de la construction européenne tel qu'on le connaît depuis maintenant de longues décennies est déjà présent. Et du reste, Jean Monnet, par exemple, ne cachait pas ses liens très étroits avec cette pensée saint-simonienne. Oui. Et donc voilà, et Macron n'est que le rejeton ultime de cette vision des choses, notamment avec cette thématique, son idée sur laquelle la souveraineté ne serait plus de nos jours pensable et réalisable qu'au niveau européen. Oui, il n'y a de souveraineté qu'européenne. Les vrais souverainistes sont pro-européens parce que c'est l'échelle à laquelle on peut imaginer de défendre des intérêts qui seraient ceux des peuples européens. On a l'impression que derrière ça, il y aurait peut-être ce rêve après avoir fait 2 mandats de président de la République française, de devenir peut-être enfin le premier président de l'Europe. Enfin, alors, ce qui est intéressant, c'est que vous citez longuement dans votre ouvrage, par exemple, un rapport de la Fondation Terra Nova, ce think tank progressiste qui avait travaillé sur la réforme du droit d'asile, et ça colle complètement avec la proposition que vient de faire la Commission européenne, qu'elle va tenter de faire avaliser par les pays européens sur une réforme, effectivement, de ce droit, avec à la fois essayer de gérer ces flux, de les organiser, de les administrer, mais certainement pas de mettre un frein ou une clôture. Oui, c'est pour ça que les initiatives de la Hongrie ou de la Pologne, par exemple, paraissent tellement monstrueuses et inacceptables à cette vision des choses. Cette vision, moralement et politiquement. Moralement et politiquement, bien sûr, mais les deux vont de pair, finalement. Et la religion saint-simonienne que j'évoquais tout à l'heure, religion des droits de l'homme, c'est d'abord une morale, finalement. Oui, mais alors, c'est une religion des droits de l'homme, mais alors, sur la question des libertés, par exemple, des libertés fondamentales, on se rend compte, liberté publique, on se rend compte qu'avec Emmanuel Macron, il y a quand même eu quelque chose de très singulier, c'est qu'en même temps, on exalte la liberté individuelle, mais en même temps, et je le dis à propos, l'offense au chef de l'État a été systématiquement brandie, le droit de manifester a été remis en cause, il n'y a jamais eu autant de gens qui ont été condamnés devant les tribunaux pour avoir participé. C'est très clairement, alors là c'est presque plutôt à Rousseau qu'on pense, mais c'est une liberté dans la subordination. Une liberté dans, voilà, vous êtes libre, mais d'obéir naturellement. D'obéir à celui qui sait, d'obéir à celui qui va désigner le bon chemin, à celui qui se trouve en haut de la cordée et qui monte pour vous. Autrement dit, vous êtes libre de grimper avec lui. Par contre, il n'est pas question de s'arrêter, il n'est pas question de couper la corde, il n'est pas question de protester contre le fait qu'il est en haut. Saint-Simon a envisagé la globalisation ou j'allais dire la globalisation financière, non, la mondialisation tout court. Ah bien sûr. C'est ça que l'on vit aujourd'hui. Alors lui, il faut. Elle pouvait être qu'heureuse. La mondialisation était heureuse.
Elle peut être qu'heureuse à condition effectivement grand métissage qu'elle soit correctement organisée sur un mode rationnel et de telle sorte que ce soit au fond les industriels, les grands financiers et les experts qui gouvernent ce monde nouveau, ce monde renouvelé, ce monde globalisé. Ouais. Il n'est pas question que ce soit les autres. Oui. Donc, et de la sorte, effectivement, elle sera heureuse, elle sera définitive, et on obtiendra enfin cette sorte d'océan dans lequel, finalement, tout le monde pourra se baigner. Sauf que, c'est ce que je dis à la fin de mon bouquin, voilà, on oublie que dans un océan comme celui-ci, il n'y a que ceux qui savent très, très bien nager qui s'en sortent. Les autres, eh bien, ils restent à leur place ou ils se noient. Oui. C'est un livrage qui est extraordinairement stimulant, qui est passionnant, qui est un portrait à charge. C'est un livre assez polémique. On sent bien que vous n'êtes pas du tout saint-simonien. Non. Ça, vous auriez du mal à vous intégrer, à rentrer au think tank de Terra Nova dont on parlait à l'instant. D'autant plus que vous savez que j'anime un autre think tank qui s'appelle la Fondation du Pont-Neuf, qui se veut exactement être qui est tout petit pour l'instant, mais qui rêve d'être l'antithèse de Terra Nova. Donc voilà, c'est ça à quoi nous travaillons. Merci Frédéric Rouvillois. Je rappelle donc le titre de votre ouvrage, « Liquidation au singulier ». Vous auriez pu le mettre au pluriel, en fait. Si c'était plus simple, il y aurait eu les deux titres à la fois. La liquidation. Je crois le singulier est singulièrement effrayant. Liquide. Il est fier de son titre. Il a raison, vous pouvez être fier de l'ouvrage aussi. C'est publié aux éditions du Cerf. Merci à vous, Ainsi va le monde. Et tout continue sur Télé Sud.